Bonjour, bienvenue sur la voie de Morgane. Pardon, j'espère que vous allez bien. Je vais reprendre la lecture des 4 filles du Dr March. J'en étais au chapitre 11 de la deuxième partie. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Merci encore. Chapitre 11. Un ami. Bien que très heureuse dans l'atmosphère sociable qui l'entourait et très occupée par les tâches quotidiennes qui lui procuraient un pain quotidien adouci par l'effort déployé, Jo trouvait encore le temps de s'adonner à ses activités littéraires. L'objectif auquel elle se vouait désormais était naturel pour une fille pauvre et ambitieuse, mais les moyens qu'elle utilisait pour parvenir à ses fins n'étaient pas des plus judicieux. Elle constatait que l'argent conférait du pouvoir. Argent et pouvoir donc, décida-t-elle de posséder. Non pas uniquement pour elle-même, mais pour ceux qu'elle aimait plus qu'elle-même. Le rêve d'emplir la maison de confort, d'offrir à Beth tout ce qu'elle désirait, de fraises en hiver à un orgue pour sa chambre, aller elle-même à l'étranger et avoir toujours plus que nécessaire afin de pouvoir se permettre le luxe de la charité, était depuis des années le plus cher de ses châteaux en Espagne. L'expérience de l'histoire primée avait semblé ouvrir une brèche qui pourrait, après un long voyage et une laborieuse escalade, mener à ce merveilleux château en Espagne. Mais le désastre du roman avait pour un temps refroidi son courage, car l'opinion publique était un géant qui avait effrayé des Jacks plus vaillants face à de plus grosses tiges de haricots que les siennes. Comme ce héros immortel, elle se reposa un moment après cette première tentative qui s'était achevée par une chute et le moins beau des trésors du géant, si je me souviens bien. Mais l'esprit remonte et prend-en un autre. Un autre était aussi puissant chez Jo que chez Jack. Elle grimpa alors tant bien que mal le long du côté ombragé, cette fois-ci, et récupéra de nouveaux butins, mais ce faisant, elle faillit abandonner derrière elle ce qui était bien plus précieux que des sacs d'argent. Elle se mit à écrire des histoires à sensation, car dans ces temps obscurs, même l'absolument parfaite Amérique lisait des fadaises. Elle ne le dit à personne, mais elle concocta un récit à suspense et l'apporta elle-même hardiment à M. Dashwood, le rédacteur en chef du Weekly Volcano. Elle n'avait jamais lu Sartor Resartus, mais son instinct féminin lui avait appris que les vêtements avaient sur beaucoup une influence plus puissante que la valeur du caractère ou la magie des bonnes manières. Elle s'habilla alors du mieux possible et, tentant de se persuader elle-même qu'elle n'était ni excitée ni nerveuse, elle gravit bravement 4 volets de marches sombres et sales avant de se retrouver dans une pièce en désordre, au milieu d'un nuage de fumée de cigares et en présence de 3 messieurs assis les talons plus hauts que leurs chapeaux, accessoire qu'aucun d'entre eux ne prit la peine de retirer lorsqu'elle apparut. Quelque peu découragée par cet accueil, Jo hésita sur le seuil, murmurant très embarrassée « Excusez-moi, je cherchais le bureau du Weekly Volcano, je souhaitais voir M. Dashwood. » La plus haute paire de talons s'abaissa, le plus enfumé des hommes se leva et, caressant délicatement le cigare entre ses doigts, il s'avança avec un hochement de tête et une expression qui ne trahissait rien d'autre que le sommeil. Sentant qu'elle devait d'une façon ou d'une autre en terminer avec l'objet de sa visite, Jo sortit le manuscrit et, rougissant un peu plus à chaque phrase, elle bredouilla des bribes du petit laïus qu'elle avait soigneusement préparé pour l'occasion. « Une de mes amies souhaite que je vous offre une histoire, juste un essai, aimerait votre opinion, serais contente d'en écrire d'autres si ça vous plaît. » Pendant qu'elle s'empourprait et bafouillait, M. Dashwood avait pris le manuscrit et tournait les pages à l'aide de 2 doigts plutôt sales et jetait des regards critiques sur les feuillets tout propres. « Pas une première tentative, j'imagine, lança-t-il en remarquant que les pages étaient numérotées, écrites sur un côté seulement et qu'aucun ruban ne les nouait, la marque évidente d'un novice. « Non, monsieur, elle a un peu d'expérience, elle a eu un prix pour une histoire dans le Blenherston Banner. »« Oh, vraiment ?» Et M. Dashwood jeta à Jo un bref regard qui sembla prendre note de tout ce qu'elle portait, du nœud sur son bonnet au bouton de ses bottines.
Eh bien, vous pouvez la laisser, si vous voulez. Nous avons ce genre de choses sous la main à ne savoir qu'en faire pour l'instant, mais je vais y jeter un coup d'œil et je vous donnerai une réponse la semaine prochaine. » Or, Joe ne voulait pas la laisser, car M. Dashwood ne lui plaisait pas du tout. Mais, étant donné la situation, elle ne pouvait rien faire d'autre que s'incliner et partir, l'air particulièrement grande et digne, ce dont elle était capable lorsqu'elle était irritée ou confuse. À ce moment précis, elle était les deux. Car il était parfaitement évident, vu les regards entendus échangés par les messieurs, que sa petite fiction d'une amie était considérée comme une bonne plaisanterie, et un rire déclenché par une remarque inaudible du rédacteur en chef au moment où elle fermait la porte acheva sa déconfiture. À demi résolue à ne jamais revenir, elle rentra chez elle et évacua son irritation en cousant vigoureusement des tabliers et, au bout d'une heure ou deux, elle s'était suffisamment calmée pour rire de la scène et attendre la semaine suivante. Lorsqu'elle y retourna, M. Dashwood était seul, ce dont elle se réjouit. M. Dashwood était bien plus éveillé que la fois précédente, ce qui était agréable. Et M. Dashwood n'était pas trop absorbé par son cigare pour oublier ses bonnes manières. La deuxième entrevue fut donc bien plus agréable que la première. Nous allons la prendre. Les rédacteurs en chef ne disent jamais « je ». Si vous ne voyez pas d'objection à quelques modifications. Elle est trop longue, mais en supprimant les passages que j'ai notés, elle fera juste la bonne longueur, dit-il d'un ton professionnel. Joe reconnut à peine son propre manuscrit, tant ses pages et ses paragraphes étaient froissés et soulignés. Mais, se sentant comme un tendre parent à qui on demanderait de couper les jambes de son bébé pour qu'il entre dans un nouveau berceau, elle regarda les passages à noter et fut surprise de constater que toutes les réflexions morales, qu'elle avait soigneusement utilisées comme lest pour apporter davantage de romance, avaient été rayées. Mais, monsieur, je pensais que toutes les histoires devaient avoir une sorte de morale, alors j'ai fait attention à ce que certains de mes pécheurs se repentent. Le sérieux éditorial de M. Dashwood s'évanouit dans un sourire, car Joe avait oublié son ami et parlait comme seul un auteur le ferait. Les gens veulent qu'on les distrait, pas qu'on leur assène un sermon, vous savez. La morale ne se vend pas de nos jours, répondit-il, ce qui d'ailleurs n'était pas une affirmation exacte. Alors vous pensez que ça marchera avec ces changements ? Oui, l'intrigue est originale et plutôt bien travaillée, le vocabulaire est bon et ainsi de suite, répondit aimablement M. Dashwood. Quelle rémunération ? Commença Joe, ne sachant pas exactement comment s'exprimer. Oh, oui, eh bien, nous offrons de 25 à 30 $ pour ce genre de choses. Payé à la publication, répondit M. Dashwood comme si ce point lui avait échappé. Il paraît que ce genre de bagatelle échappe souvent au rédacteur en chef. Très bien, vous pouvez la voir, dit Joe en lui rendant l'histoire d'un air satisfait, car après le travail à 1 $ la colonne, même 25 $ semblait une bonne paie. Puis-je dire à mon amie que vous en prendrez une autre si elle en a une meilleure que celle-ci ? Demanda Joe, inconsciente de son petit lapsus et enhardi par son succès. Eh bien, on y jettera un coup d'œil, je ne peux pas promettre de la prendre. Dites-lui de la faire courte et croustillante et de ne pas s'occuper de morale. Quel nom votre amie aimerait-elle que l'on mette ? Dit-il d'un ton insouciant. Aucun, s'il vous plaît. Elle ne souhaite pas que son nom apparaisse et elle n'a pas de nom de plume, dit Joe en rougissant malgré elle. Comme il lui plaira, bien sûr. Le récit sera publié la semaine prochaine. Vous passerez prendre l'argent ou dois-je l'envoyer ? Demanda M. Dashwood qui éprouva un désir tout naturel de connaître sa nouvelle collaboratrice. Je viendrai. Au revoir, monsieur. Après son départ, M. Dashwood posa les pieds sur son bureau en faisant l'élégante remarque. Pauvre et fière, comme d'habitude, mais elle fera l'affaire. En suivant les conseils de M. Dashwood et en prenant Mme Northberry comme modèle, Joe se jeta sans réfléchir dans les eaux tumultueuses de la littérature à sensation. Mais, grâce à la bouée lancée par un ami, elle remonta à la surface, ce qui lui évita le pire. Comme la plupart des jeunes écrivains, elle allait chercher à l'étranger ses personnages et ses décors, et des banditti, des comtes, des bohémiens, des nonnes et des duchesses apparaissaient sur scène et jouaient leur rôle avec autant de justesse et d'esprit qu'on pouvait s'y attendre. Ses lecteurs se souciaient assez peu de bagatelles telles que la grammaire, la ponctuation et la vraisemblance, et M. Dashwood lui permettait de bonne grâce de remplir ses colonnes au prix le plus bas, sans trouver nécessaire de lui révéler que la véritable raison de son hospitalité était le fait qu'un de ses écrivaillons, à qui on avait offert ailleurs une meilleure rémunération, l'avait vilement abandonné.
Elle se prit rapidement d'intérêt pour son travail, car son portefeuille émacié prenait de l'embonpoint et la petite réserve qu'elle mettait de côté pour emmener Bess à la montagne, l'été suivant, grossissait lentement mais sûrement au fil des semaines. Une chose gâchait son plaisir, c'était de ne pas en parler chez elle. Elle avait le sentiment que son père et sa mère n'approuveraient pas, et elle préférait faire d'abord à sa guise et demander pardon ensuite. Il était facile de garder son secret, puisqu'aucun nom n'apparaissait au bas de ses histoires. M. Dashwood l'avait naturellement découvert très rapidement, mais il avait promis de rester muet et, étonnamment, il avait tenu parole. Elle pensait que ça ne lui porterait pas préjudice, car elle avait franchement l'intention de ne rien écrire dont elle pourrait avoir honte et étouffait tout remords en anticipant le moment de bonheur où elle pourrait montrer ses gains et rire de son secret bien gardé. Mais M. Dashwood rejetait tout en dehors des histoires à suspense et, dans la mesure où les frissons ne pouvaient être provoqués qu'en tourmentant l'âme du lecteur, il fallait, dans ce but, fouiller dans l'histoire et la romance, la terre et la mer, la science et l'art, les rapports de police et les asiles de fous. Joe découvrit rapidement que son expérience innocente ne lui avait offert que des aperçus du monde tragique qui sous-tend la société. Donc, considérant l'affaire sous un angle professionnel, elle entreprit de pallier ses manques avec son énergie habituelle. Désireuse de trouver de la matière pour ses histoires et voulant leur fournir des intrigues originales, sinon écrites de main de maître, elle cherchait dans les journaux les accidents, les incidents et les crimes. Elle éveillait les soupçons chez les employés des bibliothèques publiques en demandant des ouvrages sur les poisons. Elle étudiait les visages dans la rue et les personnages bons, mauvais ou quelconques autour d'elle. Elle creusait dans la poussière des temps anciens à la recherche de faits ou de récits si vieux qu'il valait bien les récents et se plongea dans la folie, le péché et la misère, dans les limites permises par les occasions qui se présentaient à elle. Elle pensait joliment progresser, mais inconsciemment, elle commençait à abandonner certains des attributs les plus féminins de la personnalité féminine. Elle vivait dans un univers néfaste et, bien qu'imaginaire, son influence l'affectait, car elle nourrissait son cœur et son imagination d'une matière dangereuse et peu substantielle et donnait un vif coup de balai à l'innocent épanouissement de sa nature par une fréquentation prématurée de la face la plus sombre de la vie que nous rencontrons tous bien assez tôt. Elle commençait à le sentir plutôt qu'à le comprendre, car à tant d'écrire les passions et les sentiments des autres, elle fut encline à étudier et spéculer sur les siens, une distraction morbide à laquelle les jeunes esprits en bonne santé ne cèdent pas de plein gré. Mal agir porte toujours en soi sa propre punition. Et au moment où elle en avait le plus besoin, Joe l'a reçu. Je ne sais pas si étudier Shakespeare l'aidait à déchiffrer les caractères ou s'il s'agissait de l'instinct naturel d'une femme pour ce qui était honnête, courageux et fort, mais tout en dotant ses héros imaginaires de toutes les perfections du monde, Joe découvrait un héros vivant qui l'intéressait en dépit de ses nombreuses imperfections humaines. Monsieur Bear, au cours d'une de leurs conversations, lui avait conseillé d'étudier des personnages simples, vrais et charmants, partout où elle les trouvait, ce qui était un bon entraînement pour un écrivain. Joe le prit au mot. Elle se tourna calmement vers lui et se mit à l'étudier, un procédé qui l'aurait beaucoup surpris s'il avait été au courant, car le louable professeur était très humble en ce qui le concernait. Au début, la raison pour laquelle tout le monde l'aimait bien était ce qui intriguait Joe. Il n'était ni riche ni éminent, ni jeune ni beau, en aucun cas ce qu'on appelle fascinant, imposant ou brillant. Il était pourtant aussi attirant qu'un feu réconfortant et les gens paraissaient s'attrouper autour de lui aussi naturellement qu'autour de la chaleur d'un âtre. Il était pauvre, mais semblait toujours en train d'offrir quelque chose, étranger mais ami de tout le monde, plus très jeune mais aussi joyeux qu'un gamin. Quelconque et bizarre, pourtant beaucoup trouvaient beau son visage et on lui pardonnait volontiers ses bizarreries. Joe l'observait souvent, essayant de découvrir où résidait son charme et, finalement, elle décida que c'était la bienveillance qui était la source de ce miracle. S'il avait du chagrin, il mettait sa tête sous son aile et ne montrait que sa face ensoleillée au monde. Son front était ridé, mais le temps semblait l'avoir gentiment effleuré en se souvenant de son amabilité à l'égard des autres. Les agréables virgules autour de sa bouche commémoraient les nombreuses paroles amicales et les rires joyeux.
Ses yeux n'étaient jamais froids ou durs et ses grosses mains étreignaient avec une chaleur et une force plus éloquentes que des mots. Ses vêtements eux-mêmes semblaient participer de la nature accueillante de celui qui les portait. Il donnait l'impression d'être à l'aise et de vouloir son confort. Son vaste gilet suggérait un grand cœur en dessous. Son manteau élimé avait un air sociable et les poches qui bâillaient prouvaient clairement que de petites mains vides y plongeaient fréquemment et en ressortaient pleines. Même ses bottes étaient bienveillantes et ses cols jamais roides ou râpeux comme ceux des autres. « C'est ça !» se dit Jo lorsqu'elle finit par découvrir que l'authentique bonne volonté à l'égard d'autrui peut magnifier et dignifier même un professeur allemand corpulent qui enfourne son dîner, reprise ses propres chaussettes et est affublé du nom de Bert. Jo accordait beaucoup de valeur à la bonté. Mais elle avait aussi un respect très féminin pour l'intelligence et une petite découverte qu'elle fit concernant le professeur ajouta encore à sa considération. Il ne parlait jamais de lui et personne ne savait que dans sa ville natale, il avait été un homme très honoré et estimé pour son érudition et son intégrité, jusqu'à ce qu'un compatriote vienne lui rendre visite et, au cours d'une conversation avec Mademoiselle Norton, révèle cette plaisante réalité. Jo l'apprit d'elle. Et elle l'apprécia d'autant plus que M. Bert n'en avait jamais soufflé mot. Elle était fière de savoir qu'il avait été un distingué professeur à Berlin, même s'il ne faisait qu'enseigner les langues en Amérique. Et sa vie simple et laborieuse fut grandement magnifiée par la pointe de romantisme que cette découverte apportait. Un autre don, préférable à l'intelligence, lui fut dévoilé de la façon la plus inattendue. Mademoiselle Norton avait ses entrées dans le milieu littéraire, dans lequel Jo n'aurait eu aucune chance de pénétrer sans elle. La femme solitaire s'intéressait à la jeune fille ambitieuse et accordait de nombreuses faveurs de la sorte à la fois à Jo et au professeur. Elle les emmena avec elle un soir à un symposium très fermé, tenu en l'honneur de plusieurs célébrités. Jo s'était préparée à s'incliner et à adorer les puissants qu'elle avait vénérés de loin avec un enthousiasme juvénile. Mais sa vénération pour le génie reçut un coup sévère ce soir-là et il lui fallut du temps pour se remettre de la découverte que les éminentes créatures n'étaient après tout que des hommes et des femmes. Imaginez son désarroi en jetant un coup d'œil discret plein de timide admiration au poète dont les vers suggéraient un être éthéré nourri d'esprit de feu et de rosée, et en le trouvant en train de dévorer son souper avec une ardeur qui empourprait sa mine intellectuelle. Se détournant de son idole déchue, elle fit d'autres découvertes qui chassèrent rapidement ses illusions romantiques. Le grand romancier se balançait d'une carafe à l'autre avec la régularité d'un pendule. Le célèbre théologien flirtait ouvertement avec une des Madame de Staël de l'époque qui lançait des regards meurtriers à une nouvelle Corinne qui la ridiculisait gentiment, après avoir réussi à se débarrasser d'elle dans le but d'accaparer le profond philosophe qui avalait autant de thé que Samuel Johnson et donnait l'impression de sommeiller, la volubilité de la dame rendant tout discours impossible. Les célébrités scientifiques, oubliant leurs mollusques et la période glaciaire, discutaient art en se gobergeant d'huîtres et de plats et de glace avec une énergie toute spéciale. Le jeune musicien qui charmait la ville comme un nouvel Orphée parlait chevaux, et l'échantillon de noblesse britannique présent se trouvait être l'homme le plus ordinaire de tous. Avant la moitié de la soirée, Jo se sentit si désillusionnée qu'elle s'assit dans un coin pour se remettre. M. Bert la rejoignit rapidement, ne semblant pas du tout dans son élément, et bientôt plusieurs des philosophes, chacun chevauchant son cheval de bataille, s'avancèrent pour se livrer à un tournoi intellectuel dans ce coin-là. La conversation était à des lieues de la capacité de compréhension de Jo, mais elle lui plaisait, bien que Kant et Hegel lui soient des dieux inconnus, que le subjectif et l'objectif lui soient des termes inintelligibles. Et la seule chose qui se développa dans sa conscience intérieure fut finalement un méchant mal de tête. Il lui apparut peu à peu que le monde était mis en pièces et reconstruit selon de nouveau et, d'après les locuteurs, bien meilleurs principes qu'autrefois. Que la religion était en bonne voie d'être réduite à néant et que l'intelligence allait être l'unique Dieu. Jo ne connaissait rien à la philosophie ou à la métaphysique.
Mais une curieuse excitation, mi-plaisante, mi-douloureuse, l'envahit tandis qu'elle écoutait avec le sentiment d'être à la dérive dans le temps et l'espace, comme un jeune ballon parti en balade. Elle tourna la tête pour voir à quel point le professeur appréciait et le vit qui la regardait avec l'expression la plus sombre qu'elle lui eût jamais vue. Il secoua la tête et lui fit signe de s'éloigner, mais à ce moment précis, elle était fascinée par la liberté de la philosophie spéculative et resta assise, cherchant à découvrir ce à quoi ces sages messieurs avaient l'intention de se fier une fois qu'ils auraient anéanti toutes les anciennes croyances. Or, M. Baird manquait d'assurance et tardait à donner sa propre opinion, non parce qu'elle était incertaine, mais trop sincère et sérieuse pour l'exposer avec légèreté. Son regard passant de Joe à plusieurs autres jeunes gens attirés par l'éclat de ce feu d'artifice philosophique, il fronçait les sourcils et mourait d'envie de prendre la parole, craignant qu'une jeune âme inflammable ne fût entraînée par les fusées pour s'apercevoir, à la fin du spectacle, qu'elle n'avait plus qu'un bâton vide ou une main écorchée. Il le supporta aussi longtemps qu'il put, mais lorsqu'on lui demanda son avis, il explosa avec une honnête indignation et défendit la religion avec toute l'éloquence de la vérité, une éloquence qui rendait son mauvais anglais musical et son visage quelconque superbe. Le combat fut rude, car les érudits savaient argumenter, mais ils ne reconnaissaient pas la défaite et se battit en homme pour ses couleurs. D'une façon ou d'une autre, tandis qu'il parlait, le monde reprit pour Joe sa forme initiale. Les anciennes croyances qui perduraient depuis si longtemps semblaient meilleures que les nouvelles. Dieu n'était pas une puissance aveugle et l'immortalité n'était pas une jolie fable, mais une réelle bénédiction. Le sol se consolida à nouveau sous ses pieds et lorsque M. Baird s'interrompit, vaincu mais pas le moins du monde convaincu, Joe eut envie d'applaudir et de le remercier. Elle ne fit ni l'un ni l'autre, mais elle se souvint de cette scène et accorda au professeur son plus chaleureux respect parce qu'elle savait l'effort que lui avait coûté de s'exprimer à ce moment et cet endroit-là, sa conscience ne lui permettant pas de se taire. Elle commença à entrevoir que le caractère vaut mieux que l'argent, le rang, l'intelligence ou la beauté, et à sentir que la grandeur est telle qu'un sage l'avait définie. Vérité, révérence et bonne volonté, et que son ami Friedrich Baird était non seulement bon, mais grand. Cette croyance s'affermit de jour en jour. Elle accordait de la valeur à son estime, elle recherchait son respect, elle voulait être digne de son amitié, et au moment précis où ce vœu était le plus sincère, elle faillit tout perdre. Tout partit d'un bicorne, car un soir, le professeur vint donner son cours à Joe coiffé d'un chapeau de soldat en papier journal que Tina avait mis sur sa tête et qu'il avait oublié d'enlever. Il est évident qu'il ne s'est pas pomponné devant sa glace avant de descendre, songea Joe en souriant lorsqu'il lui dit bonsoir, et s'assit comme si de rien n'était, totalement inconscient du contraste ridicule entre son sujet et son couvre-chef, car il était sur le point de lui lire la mort de Wallenstein. Au début, elle ne dit rien, car elle aimait l'entendre s'esclaffer de son gros rire chaleureux lorsque quelque chose de drôle se produisait et elle le laissa s'en apercevoir par lui-même. Et au bout d'un moment, elle finit par oublier, car écouter un Allemand lire Schiller est une activité plutôt absorbante. Après la lecture vint la leçon, qui fut animée, car Joe était d'humeur joyeuse ce soir-là et le bicorne continuait de faire pétiller ses yeux de gaieté. Le professeur ne savait pas quoi faire d'elle et il finit par s'interrompre pour lui demander d'un air légèrement surpris et irrésistible. « Mademoiselle March, de quoi riez-vous à la face de votre maître? N'avez-vous pas de respect pour moi pour si mal vous conduire ?»« Comment être respectueuse, monsieur, alors que vous avez oublié d'ôter votre chapeau ?» répondit Joe. Portant la main à son crâne, le professeur étourdi sentit le petit bicorne et l'enleva, l'observa un instant, rejeta la tête en arrière et rit comme une joyeuse viole de gambe. « Ah, je le vois maintenant. C'est ce petit diable de Tina qui m'a donné cet air idiot avec ce chapeau. Bon, ce n'est rien, mais voyez-vous, si cette leçon ne se déroule pas bien, vous aussi le porterez. » Mais la leçon ne se déroula pas du tout pendant quelques minutes, car M. Baird aperçut un dessin sur le chapeau et, le dépliant, il déclara avec un grand dégoût. « J'aimerais que ces journaux n'entrent pas dans la maison. Les enfants ne devraient pas les voir, ni les jeunes gens les lire. Ce n'est pas bien. Je n'ai aucune patience avec ceux qui font ce mal. » Joe jeta un coup d'œil au journal et vit une charmante illustration consistant en un fou, un cadavre, un bandit et une vipère.
Elle ne lui plaisait pas, mais l'impulsion qui lui fit retourner le journal n'était pas le déplaisir, mais la peur, car, un instant, elle avait imaginé qu'il s'agissait du Volcano. Ce n'était pas le Volcano, et sa panique retomba en se souvenant que même si ça avait été le cas, avec une de ses histoires à l'intérieur, il n'y aurait pas de nom pour la trahir. Elle s'était cependant trahie toute seule par son regard et sa rougeur, car même distrait, le professeur observait bien plus qu'on ne l'imaginait. Il savait que Joe écrivait, et il l'avait croisé plus d'une fois devant les bureaux de journaux. Mais comme elle n'en parlait jamais, il ne posait pas de questions, malgré un fort désir de voir son travail. Il lui apparut soudain qu'elle avait honte d'admettre ce qu'elle faisait et cela le troubla. Il ne se dit pas « ce ne sont pas mes affaires, je n'ai aucun droit de dire quoi que ce soit », comme beaucoup l'auraient fait. Il se souvint seulement qu'elle était jeune et pauvre, une jeune fille loin de l'amour de sa mère et de la vigilance de son père, ce qui l'incita à l'aider avec un élan aussi spontané et instinctif que celui qui l'aurait poussé à tendre la main pour sauver un bébé d'une flaque d'eau. Tout ceci lui traversa l'esprit en un éclair, mais son visage n'en laissa rien paraître. Et le temps que le journal soit retourné et l'aiguille de Joe enfilée, il était prêt à s'exprimer de façon parfaitement naturelle, mais très sérieuse. « Oui, Fous, ça fait raison de l'écarter de fou. Je n'aime pas penser que de bonnes jeunes filles foient de telles choses. Elles se font plaisantes pour certains, mais je préférerais donner à mes garçons de la poudre à fusil pour jouer que ces inepties néfastes. Elles ne sont pas toutes néfastes, seulement idiotes, vous savez. Et s'il y a une demande pour ça, je ne vois pas où est le mal à y répondre. Des tas de gens très respectables vivent honnêtement de ce qu'on appelle des histoires à sensation, dit Joe en donnant dans les fronces des coups d'aiguille si énergiques qu'il laissait dans leur sillage une rangée de petites déchirures. Il y a une demande pour le whisky, mais je pense que Fou et moi ne nous soucions pas d'en fendre. Si les gens respectables savaient le mal qu'ils font, ils ne penseraient pas qu'en fifre était honnête. Ils n'ont pas le droit de mettre du poison dans une dragée et de laisser les petits les manger. Non, ils devraient réfléchir un peu et balayer la boue dans la rue afin de faire ces choses. M. Hébert parla avec chaleur et se dirigea vers le feu en froissant le journal dans ses mains. Joe resta immobile, aussi rouge que si le feu venait jusqu'à elle, car ses joues la brûlèrent longtemps après que le bicorne eût été réduit en fumée et se fût échappé de façon inoffensive par la cheminée. « J'aimerais de beaucoup enfoyer tout le reste avec lui, marmonna le professeur en revenant l'air soulagé. Joe songea à la flambée que ferait sa pile de journaux à l'étage et son argent durement gagné pesa lourdement sur sa conscience à ce moment-là. Puis elle se dit, pour se consoler, « Les miennes ne sont pas comme ça, elles sont seulement idiotes, jamais néfastes, alors inutile de m'inquiéter. » Et reprenant son livre, elle suggéra avec une expression studieuse, « Nous poursuivons, monsieur, je serai très aimable et convenable, maintenant. J'espère bien. » Ce fut tout ce qu'il répondit, mais cela signifiait bien plus que ce qu'elle imaginait. Et le regard grave et gentil qu'il lui lança lui donna l'impression que les mots « Weekly Volcano » étaient imprimés en grosses lettres sur son front. Dès qu'elle fut dans sa chambre, elle sortit ses journaux et relut soigneusement chacune de ses histoires. Étant un peu presbyte, M. Hébert utilisait parfois des lunettes et Joe les avait un jour essayées, souriant en constatant à quel point elle grossissait les petits caractères de son livre. Elle semblait maintenant porter aussi les lunettes mentales et morales du professeur, car les défauts de ces pauvres histoires l'éblouissaient affreusement et l'emplissaient de désarroi. Ce sont des inepties et ce sera bientôt pire que des inepties si je continue, car elles sont de plus en plus sensationnelles. J'ai continué aveuglément, me faisant du mal et faisant du mal aux autres pour de l'argent. Je le sais, car je suis incapable de lire ces choses sérieusement sans en être horriblement honteuse. Et que ferais-je si on les voyait à la maison ou si M. Hébert mettait la main dessus? Joe s'empourpra à cette simple idée et fourra tout le paquet dans son poêle, la flambée manquant de peu de mettre le feu à la cheminée. Oui, c'est le meilleur endroit pour ces absurdités inflammables. Je ferais mieux de brûler toute la maison, j'imagine, plutôt que de laisser les autres se faire sauter la cervelle avec ma poudre à fusil, songea-t-elle en regardant le démon du Jura disparaître, une petite cendre noire aux yeux incandescents. Mais lorsque rien ne resta de 3 mois de travail à l'exception d'un tas de cendres et de l'argent sur ses genoux, Joe prit un air grave, assise par terre, se demandant ce qu'elle allait faire de son salaire.
Je ne pense pas avoir encore fait trop de mal et je devrais le garder pour payer le temps que j'y ai passé, se dit-elle après mûre réflexion, ajoutant avec impatience « J'aimerais presque n'avoir aucune conscience, c'est tellement encombrant. Si je ne me souciais pas de faire le bien et si faire le mal ne me mettait pas mal à l'aise, je pourrais continuer et très bien m'en sortir. Je ne peux m'empêcher de souhaiter parfois que papa et maman n'aient pas été si affreusement exigeants avec ces choses-là. Oh Joe, au lieu de souhaiter ça, remercie Dieu que papa et maman aient été exigeants et aie de tout ton cœur pitié de ceux qui n'ont pas de tels gardiens pour les protéger à l'aide de principes qui peuvent ressembler aux murs d'une prison pour une jeunesse impatiente, mais qui s'avéreront être de solides fondations sur lesquelles construire un caractère féminin. Jo n'écrivit plus d'histoires à sensations, ayant décidé qu'elle ne payait pas assez pour compenser les sensations qu'elle produisait dans sa propre vie, mais se tournant vers l'extrême opposé, comme le font ceux de son espèce, elle prit modèle sur Madame Sherwood, Mademoiselle Edgeworth et Anna More, et donna naissance à un récit qui aurait davantage mérité le nom d'essai ou de sermon, tellement il était moral. Elle avait eu des doutes à son sujet dès le début, car son imagination débridée et son romantisme de jeune fille étaient aussi mal à l'aise dans ce nouveau style que si elle s'était déguisée avec un de ses costumes raides et encombrants du siècle précédent. Elle mit ce bijou de didactisme sur le marché sans trouver d'acheteur et elle se prit à penser, comme M. Dashwood, que la morale ne payait pas. Puis elle tenta d'écrire une histoire pour enfants pour laquelle elle aurait facilement trouvé preneur si elle n'avait pas réclamé de picaillons en échange. La seule personne qui lui en offrit suffisamment pour que cela vaille la peine de s'essayer à la littérature pour la jeunesse était un homme louable qui avait le sentiment que sa mission était de convertir le monde entier à sa propre croyance. Mais Jo avait beau aimer écrire pour les enfants, elle ne pouvait consentir à raconter que tous les vilains garçons étaient mangés par des ours ou encornés par des taureaux fous parce qu'ils ne fréquentaient pas une certaine école du dimanche, ni que tous les bons petits qui y allaient naturellement étaient récompensés par toutes sortes de félicités, du pain d'épices dorées aux escortes d'anges lorsqu'ils quittaient notre monde avec des psaumes ou des serments au bout de leurs langues ésaillantes. Ces tentatives ne donnèrent donc aucun résultat et Jo reboucha son encrier et déclara dans une très salutaire crise d'humilité « Je ne connais rien. J'attendrai jusqu'à ce que j'en sache davantage avant de recommencer et en attendant, je vais balayer la boue dans la rue. Si je ne peux faire mieux, c'est honnête en tout cas. » Décision qui prouva que sa deuxième chute de la tige de haricot lui avait été profitable. Tandis que se déroulaient ces révolutions internes, sa vie extérieure était aussi active et dépourvue d'événements majeurs qu'à l'accoutumée. Et si elle avait parfois l'air sérieuse ou un peu triste, personne ne le remarqua en dehors du professeur Bert. Il était si discret que Jo ne sut jamais qu'il l'observait afin de voir si elle acceptait ses reproches et en tirait parti. Mais elle réussit l'épreuve et il en fut satisfait. Car même s'ils n'échangèrent aucune parole à ce sujet, il savait qu'elle avait cessé d'écrire. Il l'avait deviné non seulement parce que le second doigt de sa main droite n'était plus taché d'encre, mais parce qu'elle passait désormais ses soirées en bas. On ne la croisait plus devant les bureaux des journaux et elle étudiait avec une patience obstinée, ce qui lui donnait l'assurance qu'elle était décidée à occuper son esprit avec quelque chose d'utile, sinon d'agréable. Il l'aida de bien des façons, se révélant un véritable ami, et Jo était heureuse, car même si sa plume était oisive, Jo n'apprenait pas que l'allemand. Elle posait les bases de l'histoire à sensation qu'elle voulait faire de sa vie. L'hiver fut agréable et long, car elle ne quitta pas Madame Kirk avant le mois de juin. Tout le monde sembla désolé le moment venu. Les enfants étaient inconsolables et les cheveux de M. Bert se dressaient tout droit sur sa tête, car il les ébouriffait toujours furieusement quand il avait l'esprit troublé. « Rentrez à la maison. Ah, vous êtes heureuse d'avoir une maison à aller, » dit-il lorsqu'elle le lui annonça. Il resta silencieusement assis dans son coin, tirant sur sa barbe durant la petite réception qu'elle organisa ce dernier soir. Elle partait tôt. Elle leur dit donc au revoir ce soir-là. Et lorsque son tour vint, elle déclara chaleureusement « Bon, monsieur, n'oubliez pas de venir nous voir si vous passez par chez nous, n'est-ce pas? Sinon, je ne vous pardonnerai jamais parce que je veux que tous rencontrent mon ami. » « C'est vrai? Voulez-vous que je vienne ?» lui demanda-t-il avec une expression ardente qu'elle ne remarqua pas. « Oui, venez le mois prochain. Laurie aura terminé ses études à ce moment-là et vous profiterez de la remise des diplômes. Ce sera nouveau pour vous. » « C'est de votre meilleur ami que vous parlez ?» demanda-t-il, changeant de ton. « Oui, mon petit Eddie, je suis très fière de lui et j'aimerais que vous le voyiez. »
Joe leva alors les yeux, parfaitement inconsciente de tout, hormis de son propre plaisir à la perspective de les présenter l'un à l'autre. Quelque chose dans le visage de M. Baird lui rappela qu'elle pourrait s'apercevoir que Laurie était davantage qu'un meilleur ami. Et simplement parce qu'elle désirait avant tout ne pas donner l'impression qu'il y avait quelque chose, elle commença involontairement à rougir. Et plus elle essayait de ne pas le faire, plus elle virait à l'écarlate. Si elle n'avait pas eu Tina sur les genoux, elle ne savait pas ce qu'elle serait devenue. Heureusement, l'enfant eut envie de la serrer dans ses bras. Elle réussit alors à dissimuler son visage un instant en espérant que le professeur n'ait rien vu. Mais il avait vu. Et le sien se modifia une fois de plus, passant de cette angoisse momentanée à son expression habituelle lorsqu'il dit cordialement « Je crains de ne pas faire le temps pour ça, mais je souhaite à l'ami beaucoup de succès et à vous tous le bonheur. God vous bénisse. » Et sur ce, il lui serra la main avec chaleur, prit Tina dans ses bras et partit. Mais une fois les garçons couchés, il resta longtemps devant son feu, l'air fatigué et le cœur lourd du Heimweh, ou mal du pays. Lorsqu'il se rappela Joe assise, la petite fille sur ses genoux et cette nouvelle douceur sur le visage, il reposa un instant sa tête dans ses mains, puis erra dans la pièce comme s'il cherchait une chose qu'il n'arrivait pas à trouver. « Ce n'est pas pour moi, je ne dois pas l'espérer maintenant », se dit-il avec un soupir qui ressemblait à un gémissement. Puis, comme s'il se reprochait ce désir qu'il ne pouvait réprimer, il alla embrasser les deux têtes ébouriffées sur l'oreiller, attrapa la pipe en écume de mer qu'il utilisait rarement et ouvrit son platon. Il fit de son mieux et le fit en homme. Mais je ne pense pas qu'il trouvait que deux garçons exubérants, une pipe ou même le divin Platon étaient des substituts satisfaisants à une femme, un enfant et un foyer. Il avait beau être très tôt, il était à la gare le lendemain matin pour dire au revoir à Joe et grâce à lui, elle entama son voyage solitaire avec l'agréable souvenir d'un visage familier qui lui faisait ses adieux avec le sourire, un bouquet de violettes pour lui tenir compagnie et encore mieux, l'heureuse pensée: bon, l'hiver est fini et je n'ai pas écrit de livre, je n'ai pas fait fortune, mais je me suis fait un ami qui en vaut la peine et je vais tenter de le garder toute ma vie. Non, je ne vais pas lire un autre chapitre. Je vais m'arrêter là, mais si, je vais lire quand même une petite histoire tirée de... Ça pourrait être tout à fait contemporain, ce qu'elle écrit, hein. Ça me fait encore penser forcément à Martin Eden. Ça me fait penser aussi à Virginia Woolf. Quand elle dit aux femmes ce qu'il faut, enfin aux jeunes femmes, les écueils à éviter pour écrire. Elle est très dure. Elle est très dure et en même temps elle est rigoureuse. Elle est pas dure, elle est exigeante. Quand elle dit ça, et en même temps ses remarques sont... Je suis assez d'accord avec ses remarques sur l'écriture des femmes. Mais pour autant, il faut bien faire avancer la société. Et je crois pas... J'ai déjà dit que j'étais irreligieuse. Parce que cela provoque bien trop de guerres. Je ne sais pas comment les gens n'arrivent jamais à s'entendre. Si, je sais parfaitement. Mais il y a toujours cette volonté de dominer, je ne sais pas pourquoi.